malhonnêtes évidemment, se mettent à fabriquer de fausses déclarations qui contribueraient à créer le doute sur des candidatures, sur des propos et voilà. Déstabilisation, manipulation, ces vidéos sont donc un vrai risque aujourd'hui, d'où l'importance de vérifier ses sources et d'avoir un esprit critique quand une personnalité tient des propos surprenants ou choquants dans une vidéo virale. Il est possible que l'extrait ait été retouché. How dare you? Notre maison brûle. Well, I'm a big believer in the environment. To me, is very important. Bienvenue dans Zéro Émission. Depuis le début du confinement en mars dernier, nous avons interrogé des urbanistes, des climatologues, des juristes également pour tenter de trouver des pistes de relance plus vertes et plus vertueuses pour le climat après cette crise. Aujourd'hui, nous allons avoir le regard d'un philosophe avec vous, Pierre Charbonnier. Bonjour. Bonjour. En quoi cette période de crise avec le confinement et le déconfinement peut nous aider justement au niveau de notre société, de notre économie à avoir un fonctionnement plus durable ? Alors ça, c'est encore un petit peu difficile à savoir, mais c'est vrai qu'on peut utiliser l'expérience de l'épidémie et du confinement comme une sorte de test. Et on peut dire même un stress test, une mise à l'épreuve de nos modes de vie. Alors, dans cette période, on a eu un aperçu sur plusieurs choses. Le premier aperçu qu'on a eu, tout simplement, je crois que c'était un aperçu sur la liberté et sur la solidarité. Beaucoup de gens ont considéré le confinement comme comme un amoindrissement des libertés, ce que c'était en un sens, mais moi je crois que dans l'amoindrissement des libertés, il y a aussi eu un accroissement du sens de la solidarité, et ça c'est peut-être une expérience positive. Cette privation de liberté qui a été quand même a fait un peu un consensus au sein de tout le monde, on a pu le mettre en place facilement. Est-ce que ça peut nous donner des pistes pour nous aider, pour lutter contre le changement climatique ? Non, mais alors justement, moi je pense que le confinement n'a pas du tout été une privation de liberté. Ça a été la démonstration que la seule liberté dont nous disposons est une liberté collective. Et donc parfois, pour préserver le bien de tous, il faut rester chez soi. Et encore aujourd'hui, le confinement est terminé, mais pour préserver la santé et le bien de tous, il faut porter un masque. C'est une obligation, c'est négatif comme expérience, c'est comme un feu rouge, c'est un interdit. Mais en attendant, c'est cet interdit qui permet la perpétuation des libertés de tous. Ça, je pense, c'est une expérience très simple, mais qui est importante, qui justement nous oblige à nous défaire de cette idée fallacieuse selon laquelle la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Et en ce sens, ça répond un peu à votre question. Parmi les réaménagements que nous allons devoir faire pour faire face au changement climatique, il y a beaucoup de choses de ce type-là, c'est-à-dire réintégrer de l'obligation, réintégrer de la contrainte dans nos attitudes collectives, et notamment dans nos attitudes économiques. Alors justement, en préparant cette interview, vous nous avez dit peut-être que cette crise va rendre enfin l'écologie conflictuelle et c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, alors c'est vrai qu'un des défauts de la pensée et des politiques écologiques, c'est peut-être leur côté unanimiste. Il y a toujours l'idée que la question écologique ou aujourd'hui climatique serait un impératif qui s'impose de la même manière pour tout le monde et qui transcende les grands clivages politiques, idéologiques, les clivages de classe aussi. Or, c'est assez largement faux. On s'en est bien rendu compte aussi pendant l'expérience du Covid. Il touche de manière très inégale les groupes sociaux en fonction du type de profession qu'ils exercent, de l'endroit où ils habitent, de leur situation dans la hiérarchie socio-économique. C'est exactement la même chose pour les crises écologiques, pour la toxicité des milieux, pour la crise climatique. L'autre point, c'est que cette expérience nous a montré à quel point l'économie politique capitaliste est fragile. C'est-à-dire, dès que quelque chose ne va pas, par exemple un virus qui nous oblige à freiner, eh bien, c'est l'État qui est appelé à la rescousse, ce sont les services publics qui sont appelés à la rescousse, c'est-à-dire l'essentiel de ce qui, en fait, garantit la perpétuation d'un mode de vie qui ne soit pas trop déplorable, eh bien, ce sont des services publics. Ce sont les hôpitaux, ce sont les écoles, et puis ce sont des services qui ne sont pas des services publics, mais qui sont des services marchands, mais qui sont souvent, qui obtiennent peu de gratification, l'entretien, les chaînes d'approvisionnement, toutes ces choses-là. Donc, au fond, l'économie politique capitaliste est comme un enfant, c'est-à-dire le capitalisme, ça marche. En fait, ça marche jamais très bien, mais ça marche à peu près quand il y a ni pandémie mondiale,
ni guerre, ni situation sociale explosive. C'est-à-dire, en fait, c'est pas très souvent. Il a besoin de gigantesques béquilles. Ces béquilles, on peut les appeler les services publics. Et parmi les services publics, il se trouve qu'aujourd'hui, il y en a un qui n'existe pas encore, mais qu'il faut faire exister. En fait, c'est un service public qui permet la garantie de la reproduction d'un milieu vivant, d'un milieu. C'est-à-dire, par rapport au climat, il y a besoin de développer une structure qui nous aide, en fait, à développer une meilleure biodiversité? Exactement. Il est nécessaire de développer, en fait, un ensemble d'institutions, de normes, d'encadrement économique qui permettent à nos échanges, nos activités, nos formes de consommation de se perpétuer, étant entendu que laisser à elle-même l'organisation marchande va corrompre, va dégrader ces conditions matérielles de la coexistence. Et si vous voulez, ce nouveau pilier de la protection de la société contre les effets de l'organisation économique qui s'appelle le capitalisme, ce nouveau pilier est gigantesque. Il est d'une ampleur et d'une profondeur au moins équivalente, voire supérieure à ce qu'a été l'invention du droit social, de la sécurité sociale, de toutes les protections en fait qui font que l'économie peut exister et n'existe pas seulement sous le régime de la liberté économique. Eh bien, merci beaucoup Pierre Charbonnier. On va donc rester sur cette dernière idée très importante. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Zéro Émission, co-animé avec Anne-Anthony Nogues. Les papiers d'aluminium et les films plastiques sont très pratiques. On en utilise souvent, parfois tous les jours, mais ils sont aussi très polluants. 3 millions de tonnes se retrouvent dans nos poubelles chaque année. Pourtant, il existe des solutions plus écologiques, même biodégradables. Ce sont les bivraps, des petits cirés. Regardez. Depuis un an, Sylvie Marson n'utilise plus de papier aluminium, ni de film plastique. En fait, depuis que son fils lui a rapporté un bivrap,